il y a un autre bien, un autre trésor convoité en Amérique latine, évidemment, c'est la biodiversité. 40% des espèces végétales et animales sont là. Et il est clair que dans le siècle qui vient de commencer, les biotechnologies, la bioindustrie, c'est un secteur qui va connaître un développement énorme au point de vue de l'industrie pharmaceutique, chimique, les applications en matière de santé, clonage. Les applications sont énormes. Ce qui est grave, c'est qu'évidemment ça a attiré la convoitise de firmes comme Monsanto, Bayer, Dupont, etc. Et qu'il y a un monopole. Le Nord établit un monopole sur la biodiversité du Sud. Tous les brevets, vous savez, vous arrivez, vous êtes une multinationale, vous dites cette plante elle m'appartient, les Indiens l'ont cultivée pendant des siècles, l'ont même transformée, travaillée, etc. et préservée. Non, 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 je prends un brevet, c'est à moi, et dorénavant, si vous voulez l'utiliser, vous allez devoir payer très cher. Donc c'est comme ça que ça se passe, avec en plus le fléau de la déforestation. La déforestation, c'est essentiellement l'œuvre des multinationales qui convoitent l'Amazonie, soit pour y installer des plantations de bananes, de soja, de cultures absolument aberrantes. On épuise le sol en 5 ans, et puis il faut aller plus loin. Pour prendre les meilleures terres, on chasse les paysans, qui eux-mêmes doivent procéder, évidemment, pour survivre à la déforestation un peu plus loin. Et le drame, c'est que la façon dont ça se passe, c'est de faire de façon extrêmement brutale, cruelle, et je pense que c'est le prolongement de l'histoire que je vous ai racontée pour Potosi. Il faut savoir qu'en Colombie, où, disons, c'est la phase la plus brutale, au Brésil il y a des crimes, et en Colombie c'est la phase la plus brutale de cette colonisation de l'Amazonie. Et il faut savoir qu'en Colombie, il n'y a pas, comme on pourrait croire les médias, un gentil gouvernement démocratique et une franco-colombienne qui est restée un peu plus longtemps que sa volonté dans la forêt. Il y a surtout 3 millions de paysans qui ont été déplacés par les multinationales qui convoitent ces terres-là, qui veulent installer des palmeraies, des bananeraies, le pétrole qui est là aussi, etc., le soja. Et donc on chasse avec une brutalité, une cruauté incroyable les paysans. Et les paramilitaires, par exemple, durant l'opération Genesis, ont chassé les paysans des hameaux de La Balsa et de San José Varsova. Ils ont torturé, fait disparaître et exécuté plus de 85 civils de cette communauté. Et afin de semer la terreur, ils ont égorgé Marino López Pena, puis ont joué au football avec sa tête devant la communauté. Et les victimes ont été enterrées dans des fosses communes. Et les tribunaux populaires, les tribunaux du peuple, les commissions internationales qui ont investigué dans ces régions ont des témoignages comme ça à n'en plus finir. Et donc ça, ce sont les gentils gouvernements démocratiques soutenus par les États-Unis et M. Sarkozy, alors qu'en réalité, ce sont des criminels qui, effectivement, détruisent la forêt, détruisent les hommes pour accaparer la forêt. Et ça, ce sont donc 2 points très très importants. On reviendra sur le pétrole. L'eau et la biodiversité, c'est vraiment... il est clair que les guerres de demain peuvent se dérouler là. Vous savez, il y a un projet pour internationaliser l'Amazonie. Sur certains manuels scolaires aux États-Unis, l'Amazonie, qui est à cheval entre le Brésil, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et la Bolivie, est décrite pas comme une zone appartenant au Brésil ou à ces pays, mais comme une zone grise internationale. Et il y a des propositions qui sont venues aussi de Tony Blair, que l'Amazonie c'était tellement important pour l'humanité qu'il fallait l'internationaliser. Sous-entendu, ces sauvages brésiliens n'étaient pas capables de bien le gérer. C'est au fond la continuation du fait qu'on a internationalisé le Moyen-Orient, parce que les sauvages arabes ne peuvent pas gérer le pétrole, c'est évidemment à nous de le faire. Donc il y a un très très grand danger là-bas, parce que ce sont des richesses énormes avec des multinationales qui les convoitent et des populations qui sont dans le chemin. Un deuxième fléau de l'Amérique latine, c'est l'exploitation de la main-d'œuvre, avec particulièrement au Mexique et dans le nord du Mexique, mais aussi maintenant en Amérique centrale, le phénomène des maquilas. C'est-à-dire que des firmes textiles, mais aussi pièces automobiles et autres, des firmes comme Gap et tout ça, ont délocalisé leur production. On a envoyé les ouvriers des États-Unis au chômage et on a installé des petites usines, des ateliers là-bas, parce que la main-d'œuvre c'est 10 fois moins cher. Évidemment, pas de syndicats, il y a évidemment de la répression. Et à ce moment-là, on peut bien exploiter cette main-d'œuvre et puis réexporter les produits aux États-Unis, ce qui fait qu'on a des prix beaucoup plus compétitifs que les concurrents des États-Unis ou des autres pays. Les études montrent
que depuis que cette chose-là a été instaurée, 8 millions de Mexicains sont descendus en dessous du seuil de la pauvreté. 8 millions en plus. Donc ce n'est pas du tout un système qui crée de l'emploi et aide un peu au développement, c'est au contraire un système qui exploite et qui pille la main-d'œuvre et les ressources du pays. Un troisième fléau de l'Amérique latine, très important, c'est l'assassinat de l'agriculture. Si vous visitez le Venezuela, dans la ville de Caracas, vous pouvez manger du maïs délicieux, grillé dans la rue, c'est très bien. Mais si vous allez dans le supermarché et que vous voulez acheter du maïs en bocaux, tout ça vient des États-Unis. 70% des aliments qui sont vendus au Venezuela et dans d'autres pays sont importés des États-Unis. En fait, il y a un véritable protectionnisme qui fait que l'agriculture des États-Unis, mais aussi de l'Europe, les Boliviens m'ont dit, les Européens dans les négociations commerciales, ils sont encore pires que les États-Unis, il y a véritablement un protectionnisme qui fait que les agricultures protégées aux États-Unis et en Europe peuvent déverser leurs produits à des prix de dumping et tuer les productions des agriculteurs locaux qui ne peuvent évidemment pas concurrencer avec des grandes entreprises soutenues de cette manière-là. Pour aggraver ça, les États-Unis essayent de faire passer des traités de libre-échange qui, en fait, imposent l'ouverture totale des marchés, la suppression des protections. Et la grande stratégie des États-Unis pour réaliser ça, ça a été d'essayer d'imposer l'ALCA. Il y a une quinzaine d'années, le plan de l'ALCA prévoyait justement d'installer une sorte de marché commun, États-Unis, Canada, Mexique, Amérique latine, qui aurait en fait fait évidemment la part belle aux États-Unis. D'ailleurs, Colin Powell, le ministre US d'alors, disait « L'objectif de l'ALCA, je cite, c'était de garantir aux entreprises des États-Unis le contrôle d'un territoire allant de l'Arctique à l'Antarctique et son libre accès, sans aucun obstacle, à nos produits, services, technologies et capitaux. » Donc c'est vraiment l'invasion totale et la domination totale, c'est le pacte entre le loup et la chèvre, évidemment. Donc ces traités de libre-échange qui, heureusement, ont été refusés grâce à l'intervention de Chavez. Le projet des États-Unis a été refusé, alors du coup ils ont essayé ils ont réussi à l'imposer à certains pays qui ne peuvent pas ou ne veulent pas résister. Donc il y a des traités bilatéraux qui imposent la même chose et qui ont des conséquences dramatiques pour des pays comme le Mexique, le Chili ou d'autres. Un quatrième, encore un mot là-dessus quand même, c'est très très important. En fait, il y a je disais un assassinat de l'agriculture par des firmes comme Cargill, dont on parle très peu, mais qui est la domination mondiale des céréales, le français Dreyfus bien sûr, l'anglais Archer, etc. Et Monsanto aussi, avec le soja, les OGM. Et en fait, ce système-là, cet assassinat de l'agriculture, a pour conséquence que les régions du monde où on meurt le plus de faim, c'est à la campagne, c'est dans l'agriculture. Ces paysans qui sont ruinés par l'agrobusiness, qui sont obligés finalement d'aller émigrer vers les villes, s'entasser dans des bidonvilles où évidemment il n'y a pas d'emploi correct, où évidemment il y a toutes les conséquences qu'on imagine. Le système de l'agrobusiness est à mon avis un fléau, pas seulement pour l'Amérique latine, mais pour l'ensemble de l'humanité, parce qu'on est en train de produire, de jeter plutôt 3 milliards de paysans à la poubelle. C'est ça, le pourcentage de la population de l'humanité qui vit actuellement de la terre, et on est en train de jeter ces gens à la poubelle, parce qu'évidemment l'agrobusiness emploie très très peu de cette main-d'œuvre, et donc tous les autres sont inutiles. Un quatrième fléau de l'Amérique latine, ce sont les élites qui vendent leur pays. Au Venezuela, par exemple, l'homme le plus riche du Venezuela s'appelle Cisneros. Son père a commencé sa fortune en important du Pepsi. Et puis, d'une manière curieuse d'ailleurs, en fait, les entrepôts de Coca-Cola avaient une fâcheuse tendance à partir en fumée, les camions à tomber dans des ravins, et donc Pepsi a décollé formidablement. Après, il a racheté Coca-Cola, il est passé à Coca. Il a importé des voitures des États-Unis, puis maintenant c'est Pizza Hut, c'est tous les produits de la consommation des États-Unis, c'est ça qu'ils importent. Et cette famille Cisneros est devenue tellement importante qu'elle a aussi, tant qu'elle y était, acheté le président, qui s'appelait Bettencourt. Et le président a signé un traité secret garantissant aux États-Unis
82% des importations du Venezuela. D'office, c'était pour les États-Unis, 82%. Le fils Cisneros a noué une alliance avec Nelson Rockefeller dans les années 60. Grâce à ça, Nelson Rockefeller a pu prendre le contrôle de la moitié de l'industrie pétrolière du pays, quelques banques, toute une série de terres agricoles, une chaîne de supermarchés. C'est le véritable patron du pays. Et cette élite qu'il faut appeler de bourgeoisie comprador, c'est-à-dire une bourgeoisie qui en fait consiste à vendre les richesses de son pays pour les multinationales étrangères, donc le moins cher possible. Donc il n'y a pas de salaire qui se redistribue, il n'y a pas de marché intérieur qui se crée, parce que le but d'une multinationale, quand elle vient dans un pays du tiers-monde, c'est d'avoir les coûts les plus compétitifs. Il n'y a pas de secret pour les coûts les plus compétitifs, ça veut dire qu'on ne paye pas les gens, ou le moins possible. Donc ils sont juste dans la survie, il n'y a pas de marché intérieur qui se développe. C'est pour ça que c'est un véritable fléau, le fait que les économies nationales là-bas sont contrôlées par ces élites qui vendent leur pays. Je souhaite laisser du temps au débat, donc je vais seulement mentionner les autres fléaux qui sont décrits dans le bouquin et qui sont importants aussi, à savoir la dette, les privatisations et le vol des cerveaux. C'est des choses où il y a beaucoup à dire aussi, mais je veux rester quand même relativement bref. Donc, c'est 7 fléaux de l'Amérique latine: le pillage des matières premières, le pillage de la main-d'œuvre, l'assassinat de l'agriculture, les élites qui vendent leur pays, la dette, le vol des cerveaux et les privatisations. C'est un ensemble. Vous voyez le problème de l'Amérique latine, mais c'est la même chose en Afrique, la même chose dans l'ensemble du tiers-monde en gros. Ces 7 fléaux forment un ensemble. Vous ne pouvez pas dire si on résout la dette, ça ira, ou ceci ou cela. Il y a vraiment un problème global. Et ce problème global, je l'ai défini, et c'est un concept clé de ce livre, par la dépendance. En fait, on nous fait croire que le colonialisme, c'était il y a longtemps. L'analyse qui ressort de tous les témoignages, des études que j'ai lues et les discussions que j'ai eues avec des latino-américains, c'est qu'ils sont encore toujours dans une forme de colonialisme. Ça, si on veut comprendre les problèmes du monde actuel et ce qu'il faut changer, c'est la donnée fondamentale. La dépendance coloniale, c'est vraiment la réalité qui écrase l'ensemble de l'Amérique latine et aussi de l'Afrique et des tiers. Alors, évidemment, vous vous dites bien, mais le Venezuela, c'est surtout un problème de pétrole, donc c'est différent. En fait, je pense que les 7 fléaux de l'Amérique latine, dans le cas du Venezuela, ils se concentrent à fond sur la question du pétrole. Pour la Bolivie, on peut faire la même démonstration pour le gaz. La question est, à propos du pétrole, est-ce que la phrase de Balzac est valable? Derrière chaque grande fortune se cache un crime. Je pense qu'on nous parle beaucoup trop peu dans les médias et dans les écoles des multinationales pétrolières et de comment elles sont devenues riches. Est-ce que ça aurait à voir avec le fait que dans les pages de nos journaux, il y a beaucoup de publicité pour les firmes pétrolières? Bon, c'est peut-être malveillant de le dire, mais quand on va voir ce qui se passe, ce qu'on fait, ce que font ces multinationales pétrolières, il faut se poser la question. Le pétrole a commencé son exploitation industrielle en 1859 au Texas, et très rapidement, il s'est concentré entre les mains de très peu de gens. Ceux qui ont vu le film Blood for Oil, c'est magnifique. Ça montre un peu comment ça s'est passé, ça montre très bien comment ça s'est passé. Et en fait, le pétrole a été concentré surtout entre les mains de John D. Rockefeller, patron de la Standard Oil, actuellement Exxon. Et John D. Rockefeller était en fait, à son époque, et en fait toutes époques confondues, il est considéré comme l'homme le plus riche ayant jamais existé. Donc beaucoup plus riche que Bill Gates maintenant. Il a concentré une fortune énorme, et en fait c'était un petit producteur parmi d'autres, mais le truc qui lui a permis de gagner, c'est qu'il a acheté les chemins de fer. Et donc il obligeait ses concurrents à payer des tarifs terribles sur les chemins de fer pour acheminer le pétrole, et comme ça il a pu en racheter. La famille Rockefeller a vraiment une fortune couverte de sang, non seulement dans le pétrole, mais aussi dans le charbon. Ils avaient des mines dans le Colorado, où les conditions d'exploitation étaient épouvantables. Et quand les mineurs se sont révoltés contre ça, et ont fait une grève, et ils ont fait des camps avec leurs femmes et leurs enfants au bord des mines, les Rockefeller ont appelé la garde nationale, qui a tiré. Il y a eu 24 morts et des dizaines de blessés. Pete Seeger a fait une chanson magnifique sur le massacre de Ludlow.